31 janvier 1945. Base aérienne de Clark, Luzon, Philippines. Les mains du major Frank T. Msekoyi tremblaient légèrement lorsqu'il photographiait l'avion devant lui, un bombardier Mitsubishi G4M Betty intact portant le numéro de queue 763A12. Cela ne peut pas être leur conception standard. Aucune force aérienne ne construirait des bombardiers de cette façon. Le fuselage brillait sous le soleil tropical, sa forme cylindrique distinctive justifiant son surnom allié. Mesurant près de 20 mètres du nez à la queue, le bombardier était assis sur son train d'atterrissage tricycle tel un énorme cigare posé sur le tarmac. Les ailes, d'une longueur de 25 mètres d'un bout à l'autre, n'ont montré aucun dommage de combat. Les moteurs, 14 cylindres radio produisant 500 chevaux chacun, semblaient intacts. Il ne s'agissait pas d'un avion écrasé récupéré de l'épave. Il s'agit d'un bombardier complètement opérationnel abandonné par son équipage lors de l'avancée américaine. Mais ce qui avait retenu toute l'attention de McCoy, ce qui allait révolutionner la compréhension américaine de la doctrine aéronautique japonaise, c'était ce qu'il avait découvert en grimpant à l'intérieur des ailes à travers les panneaux d'inspection. Les réservoirs de carburant n'étaient absolument pas protégés. Pas de composés de caoutchouc auto-obturant, pas de blindage, pas de système d'extinction d'incendie, pas de revêtement protecteur d'aucune sorte, juste une fine peau d'aluminium, peut-être 2 mm d'épaisseur, séparant des milliers de litres de carburant d'aviation à indice d'octane élevé des tirs de mitrailleuses ennemies. Le major McCoy, commandant de l'unité technique de renseignement aérien du Pacifique Sud-Ouest, avait examiné des dizaines d'avions japonais écrasés à travers le Pacifique. Mais rien ne l'avait préparé à ce moment. Ce bombardier, abandonné intact lors de la libération américaine de Clark Field, exposerait une philosophie de conception si étrangère à la pensée militaire occidentale qu'il faudrait des mois aux analystes pour en comprendre pleinement les implications. Les mathématiques de cette découverte allaient remodeler la doctrine tactique américaine et la conception des avions pour le reste de la guerre. Toutes les hypothèses des pilotes américains sur les capacités de l'ennemi, sur le prix que les ingénieurs japonais étaient prêts à payer pour leur performance, sur la valeur que les forces impériales accordaient à la survie de l'équipage, étaient sur le point d'être systématiquement démolies par les preuves contenues dans cet exemple unique du bombardier le plus important du Japon. Le voyage vers cette révélation avait commencé 4 ans plus tôt, le 8 décembre 1941. Ce matin-là, alors que la fumée montait encore de Pearl Harbor, 82 bombardiers G4M et 26 bombardiers G3M décollèrent des bases de Formose. Leur cible était Clark Field elle-même, la principale base aérienne américaine aux Philippines. L'attaque a abouti à une surprise tactique totale. Arrivée à 12h35 de l'après-midi, la formation japonaise vole à 20 000 pieds hors de portée des canons anti-aériens américains. 27 bombardiers de la vague initiale ont largué 636 bombes sur les pistes et les installations de Clark Field. Quelques instants plus tard, 0 chasseur est arrivé au niveau de la cime des arbres, avec ses mitrailleuses, détruisant tous les avions qui avaient survécu au bombardement. Sur les 17 B-17 forteresses volantes au sol, 12 ont été carrément détruites. Presque tous les chasseurs P-40 Warhawk ont été réduits en ruine en feu. En 45 minutes, la puissance aérienne américaine aux Philippines avait été effectivement éliminée. Le lieutenant James Harrington, l'un des rares pilotes américains survivants, observait depuis un abri anti-bombe la retraite japonaise vers le nord. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont ils sont entrés, écrivit-il plus tard dans son rapport de combat. Formation parfaite, haute altitude, totalement hors de notre portée. Puis les combattants sont tombés et nous ont déchirés. Nous n'avons pas réussi à faire décoller un seul avion, mais les bombardiers Betty eux-mêmes étaient repartis intacts. Les quelques chasseurs américains qui réussirent à décoller arrivèrent trop tard et ne trouvèrent que du ciel vide. Les Japonais avaient démontré la portée exceptionnelle de leurs bombardiers, frappant depuis des bases situées à 460 milles de distance, un exploit qu'aucun bombardier américain ne pouvait égaler à ce stade de la guerre. La première année de combat du Betty s'avérerait d'une efficacité dévastatrice. Le 10 décembre 1941, 2 jours seulement après le raid de Clark Field, 26 bombardiers G4M se joignirent aux anciens bombardiers G3M NEL pour attaquer la Force Z. Une force opérationnelle navale britannique construite autour du cuirassé HMS Prince of Wales et du croiseur de combat HMS Repulse. L'attaque a commencé vers 12h20. Les bombardiers japonais se sont approchés par vagues coordonnées, leurs torpilles exécutées avec une précision qui a stupéfié les observateurs britanniques. Les bombardiers Betty transportaient des torpilles aériennes de type 91, pesant chacune 840 kg avec une ogive de 205 kg. Les torpilles ont été conçues spécifiquement pour les opérations en eau peu profonde, fonctionnant à des profondeurs susceptibles de heurter les navires même dans les eaux côtières.
Les attaques à la torpille se sont concentrées sur les deux vaisseaux capitaux avec une précision dévastatrice. Le Prince of Wales, un cuirassé déplaçant 43 000 tonnes et représentant la nouvelle génération de la puissance navale britannique, a subi au moins 6 torpilles ainsi que des dégâts causés par des bombardiers de niveau. Les explosions sous-marines ont creusé d'énormes trous dans la coque du navire, inondant les efforts de contrôle des dégâts. Le cuirassé commença à agiter sérieusement. Repulse, un croiseur de combat B construit pendant la Première Guerre mondiale, mais modernisé dans les années 1930, il a absorbé au moins 4 tirs de torpilles tout en tentant d'échapper à l'avion attaquant. Les tirs anti-aériens du navire ont détruit plusieurs avions japonais, mais n'ont pas pu empêcher les torpilles coordonnées de trouver leur cible. Les dégâts cumulés se sont révélés mortels. Les deux navires capitaux ont chaviré et coulé quelques heures après l'attaque. Le Prince of Wales s'est écrasé vers 13h20. Le refoulement a suivi vers 13h33. 841 marins britanniques sont morts. Les survivants ont été secourus en escortant un destroyer. L'engagement a duré moins de 2 heures entre le premier contact et le naufrage final. Pour la première fois dans l'histoire navale, des navires capitaux se défendant activement avaient été coulés uniquement par la puissance aérienne alors qu'ils étaient en haute mer. Le bombardier G4M Betty avait réalisé ce que les théoriciens navals débattaient depuis des décennies. La supériorité navale britannique dans les eaux asiatiques a été brisée en 90 minutes. Sur tout le théâtre du Pacifique jusqu'au début de 1942, les pilotes américains et alliés rencontrèrent des bombardiers Betty lors de chaque engagement majeur. L'avion semblait opérer en toute impunité, frappant des cibles à des distances qui défiaient l'entendement conventionnel. Ils ont frappé Darwin, en Australie, depuis des bases distantes de 1500 mètres, démontrant une portée qui dépassait toutes les capacités des bombardiers alliés. Ils ont attaqué Port Moresby depuis des aérodromes situés à travers les chaînes de montagnes de New Guinea, maintenant la pression sur les positions alliées dans tout le sud-ouest du Pacifique. Ils frappèrent le canal de Guadal depuis Rabaul, sur une distance dépassant les 600 mètres, projetant la puissance aérienne japonaise sur de vastes étendues océaniques. La portée opérationnelle du Betty donnait aux forces japonaises une flexibilité stratégique que les commandants alliés avaient du mal à contrer. Les chasseurs américains basés sur des positions avancées n'avaient pas la portée nécessaire pour intercepter les bombardiers Betty au départ de bases éloignées. Les aérodromes alliés furent attaqués par des bases japonaises qui se trouvaient elles-mêmes hors de portée de frappe alliée. L'asymétrie des capacités des bombardiers signifiait que les forces japonaises pouvaient attaquer à volonté tandis que les forces alliées avaient du mal à riposter efficacement. Cet avantage a persisté pendant les 6 premiers mois de la guerre. Les bombardiers Betty ont participé à pratiquement toutes les opérations offensives japonaises dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est. Ils ont frappé des cibles aux Philippines, en Malaisie, aux Pays-Bas, aux Indes orientales, en Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon. Ils soutiennent les opérations navales sur tout le théâtre. Ils effectuèrent des missions de reconnaissance qui dépassaient la portée de n'importe quel avion allié. Le Betty est devenu le symbole de la portée et de l'efficacité de la puissance aérienne japonaise. Mais l'avantage dépendait entièrement de l'opposition limitée des chasseurs alliés. Lorsque les formations Betty pouvaient frapper sans interception, lorsqu'elles pouvaient s'approcher de cibles à haute altitude au-delà de la portée anti-aérienne, lorsqu'elles pouvaient larguer des armes et repartir avant l'arrivée des chasseurs, l'avion était d'une efficacité dévastatrice. Ces conditions caractérisent les opérations au cours de la première moitié de 1942, lorsque la force aérienne alliée reste limitée et dispersée. Mais vers le milieu de 1942, le tableau tactique commença à changer. Alors que la force des chasseurs américains augmentait à mesure que les Wilda cédaient la place à des Hellcat et des corsaires plus performants, que la formation des pilotes s'améliorait et que la doctrine tactique évoluait, Betty Cruz commença à signaler des pertes inquiétantes. Le changement devient indéniable le 8 août 1942. 23 bombardiers G4M du 4e groupe aérien quittent Rabaul pour attaquer les positions américaines au canal de Guadal. Les chasseurs américains ont intercepté la formation au-dessus de l'île de Tsavo. Lors de l'engagement qui a suivi, 18 des 23 bombardiers Betty ont été abattus. Environ 120 aviateurs sont morts dans ce qui allait devenir la pire perte de G4M de toute la campagne. Les pilotes de chasse ont rapporté la même observation à chaque engagement. Le Betty a explosé en flammes avec un minimum de coups. 2 ou 3 coups n'importe où le long du fuselage ou des ailes ont produit des résultats catastrophiques. L'avion a gagné des surnoms sinistres qui se sont rapidement répandus dans les escadrons américains. Cigare volant, un briquet, Zippo volant. Toutes les références à la terrifiante tendance de Betty à s'épanouir en feu à cause des dégâts de combat. En octobre 1942,
lorsque le lieutenant-commandant John Thomas Blackburn arriva au canal Guadal aux commandes de VF-17 pilotant des F-4U Corsair, la réputation du Betty s'était complètement transformée. La première fois que nous avons attrapé une formation de Betty, nous ne pouvions pas croire à quel point elle s'est écrasée facilement. Blackburn a rapporté plus tard, frappez-les n'importe où le long du fuselage ou des ailes et ils exploseraient. Nous les avons activement chassés, les reconnaissant comme parmi les cibles les plus vulnérables dans le ciel du Pacifique. Mais la véritable étendue de la vulnérabilité du Betty, les décisions techniques qui ont rendu inévitable de telles pertes catastrophiques, ne seraient pas pleinement comprises jusqu'à ce que les forces américaines commencent à capturer des exemplaires intacts pour un examen détaillé. La première percée significative en matière de renseignement a eu lieu en novembre 1942, lorsque les forces australiennes ont envahi les aérodromes japonais de Buna, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parmi les avions abandonnés, les unités techniques de renseignement aérien y découvert des bombardiers Betty avec différents niveaux de dégâts. Les premiers examens ont confirmé ce que les pilotes avaient rapporté. Les réservoirs de carburant n'avaient aucune protection. Les ingénieurs aéronautiques de l'unité alliée de renseignement technique aérien du Pacifique Sud-Ouest ont effectué la première analyse détaillée. Les panneaux d'accès aux ailes ont révélé des piles à combustible sans mesure de protection, une fine construction en aluminium, sans couche de mastic en caoutchouc, sans revêtement protecteur, sans système d'extinction d'incendie. Plusieurs bombardiers Betty examinés à Buna présentaient des caractéristiques identiques. Il ne s'agissait pas de dégâts de combat ou de modifications sur le terrain. Il s'agissait d'une conception japonaise standard. Les implications étaient stupéfiantes. Les bombardiers américains de 1942 étaient universellement équipés de réservoirs de carburant auto-obturants. Le B-7 Flying Fortress les avait incorporés à partir du modèle B-17C. Le B-24 Liberator les avait présentés à partir du prototype XB-24B. Même les avions de combat comme le P-38 et le P-47 étaient dotés de systèmes de carburant protégés. Les réservoirs de carburant auto-obturants utilisaient un composé de caoutchouc en couche qui gonflait au contact du carburant lorsqu'il était percé par des balles ou des fragments d'obus, scellant les trous et empêchant la perte de carburant et l'incendie. La technologie a ajouté du poids substantiel aux avions, mais a considérablement amélioré les taux de survie de l'équipage. La doctrine militaire américaine considérait cette pénalité de poids comme essentielle et non négociable. Pourtant, il s'agissait là du principal bombardier terrestre japonais produit en milliers d'exemplaires, opérant sur tout le théâtre du Pacifique avec des réservoirs de carburant n'offrant aucune protection. Le poids économisé grâce à l'élimination des systèmes d'auto-étanchéité, des blindages et des équipements d'extinction d'incendie était immédiatement apparent. Mais le coût en vies humaines devient tout aussi évident dans les statistiques de pertes qui augmentent à chaque engagement. La Betty capturée à Clarkfield en janvier 1945 fournirait l'analyse technique la plus complète. Le major McCoy et son équipe ont passé 3 semaines à démonter et à documenter chaque système. Leur rapport, classé secret et distribué à toutes les forces aériennes alliées, contenait des spécifications détaillées expliquant à la fois les capacités extraordinaires du Betty et ses vulnérabilités catastrophiques. Les spécifications du G4M Model 1 ont révélé un avion impitoyablement optimisé en termes d'autonomie et de vitesse. Poids à vide de 6741 kg. Remarquablement léger pour un bombardier de sa taille. Masse maximale au décollage de 9500 kg. Capacité de carburant de 4780 litres répartis dans 8 réservoirs non protégés, 4 dans chaque aile, positionnés dans la section centrale des ailes, là où ils étaient les plus vulnérables aux dommages de combat. Vitesse maximale de 428 km/h ou environ 265 000 par heure. Portée maximale de 6,34 km dépassant 3700 m. Plafond de service de 8500 m. Équipage composé de 7 membres, dont un pilote, un copilote, un navigateur, un bombardier, un opérateur radio et 2 artilleurs. La conception du système de carburant était particulièrement révélatrice. Les 8 réservoirs étaient disposés en 4 groupes de 2 positionnés le long de l'axe longitudinal de l'aile, là où l'aile rejoignait le fuselage. Ce placement maximisait la capacité de carburant en utilisant la partie la plus épaisse de la structure de l'aile, mais il positionnait également les chars directement sur la trajectoire du tir ennemi pendant le combat. Toute attaque venant du côté ou du dessous toucherait inévitablement les réservoirs de carburant. La construction en aluminium n'offrait aucune protection. L'absence de composés auto-obturants signifiait que même de petites crevaisons provoquaient des fuites continues de carburant. Les ingénieurs américains ont calculé que le poids économisé grâce à la suppression des systèmes de protection dépassait 500 kg par avion. Ces économies de poids se traduisent directement par une capacité de carburant supplémentaire et une autonomie étendue.
Mais l'invulnérabilité financière était également calculable. Les rapports de combat ont montré que les bombardiers Betty touchés n'importe où dans la zone de l'aile ont explosé avec une quasi-certitude. Les réservoirs non protégés ont créé ce que les ingénieurs ont appelé un point de défaillance critique. Un système unique dont la destruction garantissait la perte de l'avion entier. Ces chiffres racontent l'histoire des choix de conception faits en septembre 1937, lorsque la marine japonaise a émis des exigences qui définiraient toute l'existence du G4M. Vitesse de pointe de 398 km/h, altitude de croisière de 3000 m, autonomie de 4722 km à vide, soit 3700 km avec 800 kg de bombes ou de torpilles. Ces exigences reflétaient la stratégie navale japonaise de la fin des années 1930. L'empire du Japon s'étendait sur de vastes distances dans le Pacifique. Les bases navales étaient séparées par des milliers de kilomètres d'océan. La marine avait besoin de bombardiers capables de frapper les positions ennemies bien au-delà de la portée des avions porteurs. Des bombardiers capables d'opérer depuis des bases terrestres pour soutenir les opérations navales sur l'ensemble du théâtre. Les bombardiers japonais existants étaient loin de répondre à ces exigences. Le bombardier G3M, alors en service, avait une portée maximale d'environ 3000 km. Les bombardiers américains comme le B-7 avaient une portée encore plus limitée dans leur première variante. Aucun bombardier n'était en service nulle part dans le monde en 1930. Cette pouvait frapper des cibles aux distances envisagées par les planificateurs japonais. Les exigences de la marine n'étaient pas arbitraires. Ils ont été calculés sur la base des distances que les forces japonaises devraient parcourir dans tout futur Pacifique et en conflit. De Formose aux Philippines, 460 000. De Rabaul au canal Guadal, 600 m des îles japonaises aux cibles potentielles à travers le Pacifique, des milliers de kilomètres. Le bombardier capable de répondre à ces exigences donnerait au Japon une portée stratégique qu'aucun autre pays ne possédait. Mais ces exigences reflétaient également des hypothèses sur une guerre future qui s'avéreraient catastrophiquement fausses. Les planificateurs japonais pensaient que la surprise et l'initiative assureraient la protection des bombardiers à longue portée. Ils supposaient que l'opposition des chasseurs ennemis serait limitée en termes de portée et de nombre. Ils pensaient que la guerre serait décidée rapidement avant que la capacité industrielle de l'ennemi ne puisse générer une force écrasante. Toute hypothèse se révélerait fausse. L'homme chargé de réaliser l'impossible était Kiro Honjo, qui dirigeait l'équipe de conception de Mitsubishi après avoir succédé à Joji Hattori. Honjo avait étudié la conception de bombardiers chez Junker en Allemagne au début des années 1930, s'imprégnant des principes de l'ingénierie aéronautique européenne et des techniques de fabrication avant de retourner au Japon. Il comprit immédiatement que répondre aux exigences de la marine exigerait des compromis que les forces aériennes occidentales n'accepteraient jamais. Honjo a réuni une équipe d'ingénieurs dans les installations de Mitsubishi à Nagoya pour relever les défis de conception. L'équipe a analysé tous les aspects de la conception du bombardier, calculant les budgets de poids pour chaque composant et système. Ils ont étudié les bombardiers existants de plusieurs pays, identifiant les domaines où le poids pourrait être réduit sans compromettre l'intégrité structurelle. Ils ont expérimenté de nouvelles techniques de construction et de nouveaux matériaux susceptibles de permettre des économies de poids. Les mathématiques étaient brutalement simples. Pour atteindre l'autonomie requise, l'avion avait besoin d'une énorme capacité de carburant. Chaque litre de carburant d'aviation pesait environ 0,4780 litres de carburant, soit environ 3800 kg de carburant à pleine charge. Pour atteindre la vitesse requise avec cette charge de carburant, l'avion avait besoin d'un poids minimal. Chaque kilogramme ajouté au poids à vide réduisait l'autonomie ou la capacité de charge utile. Ces deux exigences existaient en opposition directe. Le carburant était lourd. Les systèmes de protection étaient lourds. Des blindages pesant des centaines de kilos seraient nécessaires pour protéger les positions de l'équipage et les systèmes vitaux. Les réservoirs de carburant auto-obturant ajoutaient un poids substantiel grâce aux composés de caoutchouc et à la structure supplémentaire requise. Les systèmes d'extinction d'incendie ont ajouté du poids. Des mesures de sécurité redondantes ajoutaient du poids. Le poids cumulé d'une protection adéquate empêcherait d'atteindre les performances requises. Honjo a pris la décision qui définirait le G4M tout au long de sa durée de vie. La protection serait sacrifiée au profit de la performance. Les réservoirs de carburant seraient en aluminium non protégé, sans composés auto-obturants, sans blindage autour des piles à combustible, sans système d'extinction d'incendie au-delà des extincteurs de base, et sans mesures de sécurité redondantes. Chaque kilogramme économisé serait investi dans la capacité de carburant, l'autonomie et l'atteinte des spécifications de performance de la marine. La décision n'a pas été prise à la légère.
Honjo comprenait les risques. Son équipe a calculé les vulnérabilités que créeraient des réservoirs de carburant non protégés. Il savait que les dommages causés aux ailes au combat s'avéreraient probablement catastrophiques, mais il savait également que les besoins de la marine ne pourraient être satisfaits d'aucune autre manière avec la technologie disponible. Le choix était entre un avion répondant aux spécifications de performance avec des vulnérabilités connues ou un avion qui ne répondait pas aux exigences mais offrait une meilleure protection. La marine avait exigé des résultats. Honjo a livré une performance. Le premier prototype du G4M a volé le 23 octobre 1939. L'avion répondait à toutes les exigences de performance spécifiées par la marine. La vitesse a dépassé les attentes. La portée a dépassé les projections. La capacité de charge utile répondait aux besoins opérationnels. Le bombardier est entré en production en tant que bombardier d'attaque de type 1 de la marine, Mitsubishi construisant l'avion dans les usines de Nagoya. Les modèles de production initiaux désignés G4M Modèle 1 ont commencé à atteindre les unités opérationnelles en avril 1941. En décembre 1941, environ 180 G4M étaient en service dans la marine japonaise. Ces avions constitueraient l'épine dorsale de la puissance aérienne terrestre japonaise tout au long de la guerre du Pacifique. Les débuts au combat du Betty à Clark Field et contre la force et ont démontré la sagesse des priorités de conception de Honjo dans les conditions spécifiques du début de 1942. Face à une opposition limitée, lors de la surprise, lorsqu'il opérait au-delà de la portée des chasseurs ennemis, le Betty était d'une efficacité dévastatrice. Sa portée permettait des frappes depuis des bases que les ennemis considéraient comme sûres. Sa vitesse permettait une pénétration rapide des zones cibles. Sa charge utile a causé des dégâts importants. Mais ses avantages dépendaient entièrement de l'hypothèse selon laquelle les formations Betty rencontreraient une opposition minimale. Au moment où la puissance des chasseurs américains augmentait, au moment où les interceptions devenaient monnaie courante, au moment où les combats soutenus devenaient inévitables, chaque choix de conception privilégiant la portée plutôt que la protection devenait une condamnation à mort pour les chasseurs américains. Équipage. La campagne du canal Guadal a révélé le défaut fondamental de la philosophie de conception de Betty. D'où à octobre 1942, plus de 100 bombardiers G4M furent perdus avec leurs équipages dans ce qui devint une effusion de sang soutenue que les forces aériennes japonaises ne purent supporter. La seule mission du 8 août a détruit à elle seule 18 des 23 avions et environ 120 aviateurs tués. Le schéma s'est répété avec une cohérence brutale tout au long de la campagne. Les formations Betty partiraient de Rabaul, voleraient sur 600 mètres jusqu'au canal de Guadal, engageraient des chasseurs américains et subiraient des pertes catastrophiques. Le 9 août, de nouveaux bombardiers furent perdus. Le 10 août apporta encore des pertes. À la fin du mois d'août, le 4e groupe aérien avait été effectivement détruit en tant qu'unité opérationnelle. Septembre n'a pas apporté de répit. Les formations Betty ont continué à frapper les positions américaines sur le canal de Guadal et les combattants américains ont continué à les détruire en nombre écrasant. Les mathématiques étaient inexorables. Les forces japonaises devaient frapper les positions américaines pour contester le contrôle de l'île. Les bombardiers Betty constituaient le seul moyen de fournir une capacité de frappe significative à Rabaul. Mais chaque mission entraînait des pertes irréparables. En octobre, cette tendance s'est poursuivie. La force des chasseurs américains a augmenté à mesure que de plus en plus d'escadrons arrivaient à Henderson Field. La qualité des pilotes s'est améliorée à mesure que l'expérience de combat s'accumulait. La doctrine tactique a évolué pour exploiter plus efficacement les vulnérabilités de Betty. Les pertes japonaises s'accélérèrent alors même que le nombre de bombardiers disponibles pour les missions diminuait. En novembre, lorsque la campagne du canal de Guadal s'est terminée avec le retrait japonais, les pertes de Betty dépassaient les 100 avions. Les pertes parmi l'équipage ont approché les 700 morts. Le taux de change était insoutenable. Le bombardier terrestre le plus performant du Japon était devenu obsolète en raison de ses propres vulnérabilités, transformé d'une arme redoutée en ce que les pilotes américains appelaient de la viande facile. Les planificateurs japonais s'attendaient à des pertes. Toutes les opérations militaires ont entraîné des pertes, mais l'ampleur des pertes de Betty a dépassé toutes les prévisions. Les réservoirs de carburant non protégés qui permettaient une autonomie de 6000 km garantissaient également que tout impact sur les ailes ou le fuselage serait probablement mortel. Il n'y avait pas de terrain d'entente, pas de bombardiers blessés rentrant chez eux en boitant, pas d'avions endommagés mais capables de survivre. Les bombardiers Betty sont revenus intacts ou ont explosé en flammes. Vers le milieu de 1943, les ingénieurs japonais reconnurent que des modifications étaient essentielles. À partir du 663e avion produit en mars 1943,
des feuilles de caoutchouc de 30 mm ont été installées sous les surfaces des ailes, là où se trouvaient les réservoirs de carburant. Ces tôles n'étaient pas de véritables réservoirs auto-obturants. Il s'agissait d'une mesure de compromis, ajoutant un poids minimal tout en offrant une protection limitée contre les fuites de carburant. La modification a réduit la vitesse de pointe de 9 km/h. La portée maximale a diminué de 315 km, mais les taux de survie de l'équipage n'ont montré aucune amélioration significative. Les feuilles de caoutchouc pourraient ralentir les fuites de carburant causées par des impacts de petit calibre. Ils ne pouvaient pas empêcher les tirs d'obus de plus gros calibre ou d'obus de canon. Ils n'ont pas pu arrêter les explosions lorsque les traceurs ont enflammé les vapeurs de carburant. La vulnérabilité fondamentale est restée inchangée. Les concepteurs japonais ont tenté une protection plus complète avec le G4M Model 3 introduit en octobre 1944. Cette variante comportait de véritables réservoirs de carburant auto-obturant d'une capacité réduite à 4490 litres pour accueillir le matériau bloquant les fuites. La modification a réduit la portée maximale à 3640 km, soit une perte de plus de 2000 km par rapport au G4M Model 1 d'origine. Environ 60 avions G4M Model 3 ont été produits à la fin de la guerre. La modification est arrivée trop tard et en nombre trop limité pour affecter le bilan de combat du Betty. À la fin de 1944, la supériorité aérienne américaine était si complète qu'aucun niveau de protection des réservoirs de carburant n'aurait permis aux bombardiers Betty d'opérer efficacement. L'issue de la guerre était déjà déterminée. La vulnérabilité du Betty est devenue si notoire que les forces américaines ont commencé à utiliser l'avion d'une manière qui mettait en évidence les dangers auxquels les équipages japonais étaient confrontés. Le 18 avril 1943, le bombardier Betty devint l'instrument de la mort de l'amiral Ishizuroku Yamamoto lors d'un engagement qui démontra à la fois les capacités américaines en matière de renseignement électromagnétique et les faiblesses fatales de l'avion. Les codeurs américains ont intercepté les communications japonaises indiquant que Yamamoto volerait de Rabat à Bougainville le 18 avril. L'amiral voyagerait à bord d'un bombardier G4M accompagné d'une escorte de chasseurs. 18 P-38 Lightning du 339e escadron de chasse ont été chargés d'intercepter le vol, bien que seuls 16 aient réellement effectué la mission après qu'un avion a crevé un pneu au décollage et qu'un autre a subi des pannes de réservoir de largage. La mission exigeait une précision extraordinaire. Les P-38 voleraient à plus de 400 mètres à la hauteur des vagues pour éviter la détection radar, navigueraient en haute mer sans repère et arriveraient exactement au point d'interception calculé exactement à l'heure calculée. Toute erreur de navigation, tout écart de timing entraînerait l'échec de la mission. L'interception devait avoir lieu dans une fenêtre étroite où l'avion de Yamamoto serait vulnérable. Les P-38 ont quitté le canal Guadal à 7h25. Ils ont volé à 50 pieds au-dessus de l'océan sur plus de 400 mètres, en maintenant un strict silence radio. La navigation se faisait à l'estime et au timing. La formation est arrivée au point d'interception calculé avec une précision qui allait devenir légendaire dans l'histoire de l'aviation. À 9h34, exactement comme prévu et exactement une minute avant l'heure d'interception calculée, le P-38 a repéré la formation de Yamamoto. 2 bombardiers Betty volant à basse altitude avec 6 chasseurs zéro en escorte. Le capitaine Thomas Lanier et le premier lieutenant Rex Barbé se sont détachés de la formation pour engager les bombardiers tandis que d'autres P-38 ont résisté aux chasseurs zéro. Barbé a engagé le bombardier de tête Betty qui transportait l'amiral Yamamoto. Le bombardier a été touché dans la zone de l'aile où se trouvaient les réservoirs de carburant non protégés. L'avion a explosé en flammes et s'est écrasé dans la jungle. Le corps de Yamamoto a été retrouvé. Le lendemain, Thomas avait été tué par les blessures subies lors de l'accident. Le deuxième bombardier Betty s'est également écrasé, tuant tous les passagers. L'opération a démontré de multiples aspects de la supériorité alliée. Le renseignement électromagnétique américain avait intercepté et décodé les communications japonaises. La planification américaine avait calculé le timing d'interception avec une précision d'une minute sur 400 mètres d'océan. Les chasseurs américains avaient parfaitement exécuté la mission malgré des défis de navigation extraordinaires. Et les vulnérabilités des bombardiers Betty garantissaient qu'une interception réussie serait fatale. Il n'y avait aucune possibilité pour le bombardier de Yamamoto de survivre une fois attaqué. Les réservoirs de carburant non protégés garantissaient que tout dommage serait catastrophique. La vulnérabilité du Betty a atteint sa démonstration la plus dramatique le 21 mars 1945. 18 bombardiers G4M ont décollé de la base aérienne de Koya, chacun transportant une fusée explosive MXY-7 Ocre sous son fuselage. L'Ocre était un avion propulsé par fusée et doté d'une ogive de 1200 kg,
conçus pour les attaques kamikaze contre les navires américains. La mission exigeait que les bombardiers Betty volent à moins de 20 km de leur cible avant de larguer l'avion Okre. Le pilote Okre allumait alors le moteur fusée et plongeait à des vitesses supérieures à 650 km/h vers les navires américains. Les 1200 kg d'explosifs de l'ogive détruiraient tout navire qu'elle heurterait, mais la mission dépendait entièrement de la survie des bombardiers Betty suffisamment longtemps pour atteindre la portée de largage. La formation a quitté Kanoya vers 14h30. Les 18 bombardiers G4M ont volé en formation serrée avec une escorte de chasseurs en direction des forces navales américaines au large d'Okinawa. Chaque bombardier portait une arme Okre sous son fuselage, ajoutant un poids et une traînée substantielle qui réduisaient la vitesse et la maniabilité. Les bombardiers étaient encore plus vulnérables que d'habitude, incapables d'éviter ou de manœuvrer efficacement tout en transportant des charges Okre. Le radar américain a détecté la formation à environ 100 mètres de distance. Les chasseurs F-6 et F-4 de l'USS Hornet ont été dépêchés pour l'intercepter. Les L-4 atteignirent la formation japonaise bien avant qu'elle ne s'approche de la zone de largage des armes Okre. Lors de l'engagement qui suivit, les chasseurs américains détruisirent systématiquement l'ensemble de la formation. Les bombardiers Betty, déjà vulnérables en temps normal, se sont révélés totalement impuissants alors qu'ils transportaient des armes Okre. Le poids supplémentaire empêchait les manœuvres d'évitement. L'arme externe créait une traînée qui réduisait la vitesse. Les réservoirs de carburant non protégés garantissaient que tout coup serait mortel. 1-1, les bombardiers explosèrent et tombèrent dans l'océan. Pas un seul bombardier Betty n'a survécu pour atteindre la plage de largage. Pas une seule arme Okre n'a été lancée contre les navires américains. 137 membres d'équipage de bombardiers et 15 pilotes d'Okre sont morts dans l'attaque. La mission représentait l'expression ultime du défaut fondamental de Betty. Un avion conçu pour livrer des armes à des cibles éloignées ne pourrait pas survivre et livrer ses armes face à une opposition préparée. La portée extraordinaire qui rendait théoriquement la mission possible ne signifiait rien lorsque l'avion explosait avant d'atteindre la portée de largage de l'arme. La dernière mission des bombardiers Betty eut lieu le 19 août 1945, 4 jours après que l'empereur Hirohito ait annoncé la capitulation du Japon. 2 bombardiers G4M peints en blanc et portant des croix vertes sont partis de l'aérodrome de Suji avec à leur bord des représentants japonais pour discuter des conditions de capitulation avec les forces alliées. L'avion portant les indicatifs d'appel Bâton 1 et Bâton 2 s'est envolé pour Hiroshima où la délégation japonaise a été transférée sur un CL-54 américain pour le transport vers Manille. Le symbolisme était profond et délibéré. La peinture blanche et les croix vertes indiquaient une intention pacifique, transformant les bombardiers d'armes de guerre en véhicules diplomatiques. Les indicatifs d'appel Bâton 1 et Bâton 2 faisaient référence à l'endroit où les forces américaines s'étaient rendues au Japon en avril 1942, l'une des défaites les plus dévastatrices de l'histoire militaire américaine. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, des avions portant ces indicatifs d'appel transportaient la délégation japonaise à la capitulation. Le lieutenant Densudo a piloté l'un des avions de reddition, une variante de transport G6M modèle 1 converti à partir de la cellule du bombardier. Les variantes de transport conservaient la configuration cylindrique distinctive du fuselage et des ailes du Betty, mais transportaient des passagers et des marchandises plutôt que des armes. L'équipage portait des uniformes plutôt que des combinaisons de vol. L'avion ne transportait aucune arme, aucune munition, aucun équipement militaire d'aucune sorte au-delà de ce qui était nécessaire au vol. Le vol d'Atsuji à Ishima a parcouru environ 1000 km, bien dans la portée du Betty, même en configuration de transport. Des chasseurs américains ont escorté les bombardiers White Betty tout au long de leur vol, s'assurant qu'ils restent sur la trajectoire prescrite. L'escorte jouait un rôle à la fois protecteur et de surveillance, garantissant un passage sur tout en empêchant tout écart par rapport aux itinéraires prévus. Les bombardiers Betty blancs avec des croix vertes devinrent l'image finale de l'avion qui avait ouvert la guerre du Pacifique à Clark Field en décembre 1941. La boucle était bouclée. Le bombardier qui avait détruit la puissance aérienne américaine aux Philippines dans les premières heures de la guerre transportait désormais la délégation japonaise qui se rendait dans les derniers jours de la guerre. L'avion qui symbolisait la portée et l'efficacité de la puissance aérienne japonaise symbolisait désormais la défaite et la soumission du Japon aux conditions alliées. Les statistiques de production du Betty reflètent à la fois l'importance de l'avion pour les opérations japonaises et le coût terrible de sa philosophie de conception. La production totale a atteint environ 2414 avions toutes variantes confondues, bien que certaines sources chiffrent jusqu'à 2435 en incluant tous les prototypes et sous-types. La variation du nombre total reflète différentes méthodes de comptage des prototypes, des sous-types et des variantes de transport.
Le G4M Model 1 comprenait environ 1172 avions produits de 1941 au début de 1943. Cette variante présentait la conception originale du réservoir de carburant non protégé d'une capacité de 4780 L. La vitesse maximale atteignait 428 km/h. Sa portée maximale de 6034 km en faisait le bombardier à plus longue portée en service dans le monde. Mais l'absence totale de système de protection l'a rendu extrêmement vulnérable une fois que la force des chasseurs américains a augmenté. Le modèle G4M2 avec une capacité de carburant accrue et une vitesse légèrement supérieure représentait environ 1142 exemplaires produits de 1943 à 1945. Cette variante a augmenté la capacité de carburant à 6490 litres, étendant encore plus l'autonomie maximale. La vitesse de pointe a légèrement augmenté pour atteindre 437 km/h, mais le modèle 2 a conservé la vulnérabilité fondamentale des réservoirs de carburant non protégés. Les modifications ont amélioré les performances sans aborder la capacité de survie. Le G4M Model 3, désigné Model 34, représentait la seule variante dotée de véritables réservoirs de carburant auto-obturants. La production a commencé en octobre 1944, mais seuls 60 à 91 avions ont été achevés à la fin des guerres, selon les sources. Les réservoirs auto-obturants ont réduit la capacité de carburant à 4490 litres pour accueillir le matériau bloquant les fuites. La portée maximale a été réduite à 3640 km, soit une perte de plus de 2000 km par rapport au modèle 1. La modification est arrivée trop tard et en nombre trop limité pour affecter les résultats des combats. La variante de transport G6M convertie à partir de cellules de bombardier a ajouté 30 appareils supplémentaires. Ces versions de transport transportaient des passagers et du fret plutôt que des armes servant à des rôles de liaison et de communication. Le G6M Model 1 utilisé pour l'un des avions de la capitulation en août 1945 représentait cette variante. La production s'est poursuivie jusqu'en août 1945, le dernier avion étant achevé quelques jours seulement avant la capitulation du Japon. Les usines Mitsubishi ont produit des bombardiers Betty à une cadence maximale d'environ 100 avions par mois en 1943. La production a diminué en 1944 et 1945 alors que les bombardements alliés perturbaient l'industrie japonaise et que les ressources étaient détournées vers la production de chasseurs pour la défense intérieure. Ces chiffres de production ont fait du Betty l'un des bombardiers les plus nombreux du Japon, dépassé seulement par certains types de chasseurs dans la production totale. Au cours de 4 années de guerre, Mitsubishi a livré environ 2400 avions aux unités de la marine japonaise sur le théâtre du Pacifique. Les bombardiers ont servi dans toutes les campagnes majeures, ont participé à tous les engagements navals importants et ont frappé des cibles sur des distances s'étendant sur des milliers de kilomètres. Mais les statistiques de production ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les taux de perte disent le reste. Peu de bombardiers Betty ont survécu jusqu'à la fin des guerres. L'écrasante majorité a été détruite au combat, consumée par les incendies que les réservoirs de carburant non protégés rendaient inévitables. En août 1945, lorsque le Japon capitula, seule une poignée de bombardiers Betty opérationnels restait en service. Les avions qui se comptaient par centaines en 1942 avaient été réduits à des dizaines par attrition qu'aucune production ne pouvait remplacer. Les statistiques des victimes parmi les équipages du Betty étaient tout aussi dévastatrices, même si les chiffres exacts restent difficiles à vérifier à partir des registres disponibles. Ce qui est certain, c'est que des milliers de membres d'équipage japonais sont morts à bord des bombardiers Betty, leur mort étant rendue presque inévitable par les vulnérabilités fondamentales de l'avion. La non-protection des réservoirs de carburant aide à créer des conditions dans lesquelles la survie dépendait entièrement de la nécessité d'éviter les dommages causés au combat. Une fois touchés, les bombardiers Betty survivaient rarement. Une fois en feu, ils n'ont jamais survécu. Les équipages ont compris ces difficultés et ont quand même pris l'avion parce que la discipline militaire et les valeurs culturelles exigeaient qu'ils acceptent les risques quelles qu'en soient les conséquences. Les équipages survivants de Betty étaient unanimes dans leur évaluation. Les réservoirs de carburant non protégés de l'avion faisaient de la survie une question de pur hasard. Aucune compétence, aucune innovation tactique, aucun courage ne pourrait compenser la vulnérabilité fondamentale inhérente à chaque G4M. L'ancien maître d'aviation Masahato, qui a accompli 28 missions de combat avant d'être transféré à des fonctions de formation, a proposé le résumé le plus direct. Le Betty était un avion magnifique qui nous demandait de mourir pour son autonomie. Nous l'avons piloté parce qu'on nous avait ordonné de le faire. Nous y sommes morts parce que c'était ce pourquoi il était conçu pour nous faire faire. La comparaison avec les systèmes de protection des bombardiers alliés met en évidence la différence marquée dans la philosophie de conception.
Le B-17 Flying Fortress était doté d'un blindage protégeant les sièges du pilote et du copilote avec des plaques d'acier allant de 0,3 à 0,31 pouces d'épaisseur. Des cloisons blindées protégeaient les positions de l'équipage dans tout le fuselage. La position bombardier comportait du verre blindé. Les positions des mitrailleurs à la taille comprenaient des boucliers de protection. Les réservoirs de carburant auto-obturants étaient standards à partir du modèle B-17C. Introduit en 1941, le B-25 Mitchell incorporait une protection complète similaire. Les sièges du pilote et du copilote étaient dotés d'un support blindé. Les réservoirs de carburant comprenaient des composés auto-obturants issus des premières productions. Le poids à vide du B-25 d'environ 9100 kg reflétait la pénalité de poids substantiel des systèmes de protection, environ 2000 kg de plus que le Betty. Malgré une taille et un rôle similaires, la pénalité de poids pour les systèmes de protection alliés était substantielle et acceptée comme nécessaire. Des études américaines menées pendant la guerre ont démontré l'efficacité des mesures de protection des équipages avec une précision statistique. Les gilets pare-balles ont réduit le nombre de décès dus à des blessures thoraciques de 36% à 8%, soit une réduction de plus de 75% des décès dus à des blessures à la poitrine. Les réservoirs de carburant auto-obturants ont réduit le nombre de victimes liées aux incendies dans des proportions similaires. Les avions équipés de systèmes de carburant protégés ont montré des taux de survie 3 à 4 fois plus élevés que les avions non protégés lorsqu'ils étaient endommagés au combat. Les positions protégées de l'équipage ont augmenté les taux de survie des avions endommagés en fournissant une protection contre les fragments d'obus et les tirs d'armes légères. Le verre blindé a empêché les victimes des pilotes d'attaque frontale. Des cloisons compartimentaient le fuselage, empêchant le feu ou les dommages dans une section de se propager dans tout l'avion. L'approche globale de la protection des équipages reflétait la doctrine américaine selon laquelle les équipages entraînés représentaient des atouts plus précieux que les avions, qui pouvaient être remplacés plus facilement que les anciens combattants expérimentés. Le coût en poids de cette protection dépassait 1000 livres sterling pour la plupart des bombardiers américains, mais la capacité industrielle américaine permettait cette pénalité de poids sans sacrifier les chiffres de production. Les usines américaines ont produit plus de 12 000 bombardiers B-17 et près de 10 000 B-24 Liberator pendant la guerre. La capacité de production signifiait que les forces américaines pouvaient déployer un grand nombre de bombardiers protégés sans compromettre leur capacité. La doctrine japonaise est parvenue à des conclusions différentes. La conception du Betty reflétait un calcul selon lequel la portée et la puissance de frappe l'emportaient sur la survie de l'équipage. Cette philosophie supposait que la surprise et le maintien de l'initiative fourniraient une protection suffisante. On supposait que l'opposition ennemie resterait limitée. On supposait que la guerre serait courte et décisive. Toutes ces hypothèses se sont révélées catastrophiquement fausses. Au milieu de 1942, la force des chasseurs américains augmenta jusqu'à des niveaux qui rendirent l'interception de Betty routinière. À la fin de 1942, les pilotes américains avaient appris à exploiter toutes les vulnérabilités de Betty. En 1943, les formations Betty subirent des pertes si dévastatrices que les missions se transformèrent en opérations suicides. En 1944, les bombardiers Betty pouvaient à peine opérer de jour contre l'opposition américaine. Les mathématiques de la guerre de Betty ont été écrites dans le feu et la perte. Tous les avantages qui rendaient l'avion formidable au début de 1942 devinrent inutiles une fois que des combats soutenus commencèrent. La portée ne signifiait rien lorsque les bombardiers explosaient avant d'atteindre leur cible. La vitesse ne signifiait rien lorsque les chasseurs pouvaient intercepter depuis des bases éloignées. La charge utile ne signifiait rien lorsque les formations étaient détruites avant le largage des armes. L'examen du compte numéro 763 à 12 à Clarkfield en janvier 1945 a révélé l'histoire complète. Les réservoirs de carburant non protégés qui ont choqué le major McCoy n'étaient pas un oubli, ni un expédient temporaire, ni un échec de conception. Ils ont été le choix délibéré d'ingénieurs qui pensaient que l'autonomie comptait plus que la survie. Les designers japonais avaient créé exactement ce que leurs spécifications exigeaient. Un avion avec une autonomie et une vitesse extraordinaires, construit avec un poids minimal, optimisé pour les exigences de la mission qu'ils ont reçue. Les tanks s'étaient protégés car une protection aurait empêché d'atteindre les performances requises. La décision était parfaitement logique compte tenu des contraintes de la technologie de 1937 et des hypothèses de 1937 concernant la guerre future. Mais ces hypothèses se sont effondrées face à la réalité d'un combat soutenu contre un adversaire doté d'une capacité industrielle illimitée et d'un avantage technologique croissant. Le bombardier Betty est devenu un symbole de la volonté japonaise d'accepter des pertes catastrophiques en quête d'un avantage tactique. C'est devenu la preuve d'une culture militaire qui valorisait l'accomplissement de la mission plutôt que la survie de l'équipage.
Lorsque les ingénieurs américains ont examiné la Betty intacte à Clark Field, ils n'analysaient pas seulement un avion ennemi. Ils assistaient à la manifestation physique de choix faits des années plus tôt. Des choix qui ont donné la priorité à la capacité plutôt qu'à la survie. Des choix qui coûteraient la vie à des milliers de membres d'équipage japonais. Les réservoirs de carburant non protégés ne constituaient pas un accident. C'était une décision. Le bombardier Betty a servi du premier au dernier jour de la guerre du Pacifique. Il a coulé des navires capitaux et dévasté des bases aériennes. Il s'étendait sur des distances qu'aucun autre bombardier ne pouvait égaler, mais son héritage ultime est écrit dans des statistiques de pertes qui ont dépassé toutes les projections. L'avion qui a ouvert la guerre en détruisant la puissance aérienne américaine à Clark Field a mis fin à la guerre en transportant la délégation japonaise de capitulation dans des avions peints en blanc et marqués de croix verte. L'équipage du numéro de queue 763A12 avait abandonné son avion lors de l'avancée américaine sur Clark Field. Ils avaient survécu en s'éloignant d'un avion dont la conception rendait la survie au combat presque impossible. La plupart des équipages de Betty n'ont pas eu cette chance. Ils effectuaient des missions en connaissant le danger. Ils ont grimpé dans des bombardiers non protégés et ont traversé de vastes distances du Pacifique et sont morts en grand nombre consumés par des incendies que la conception de l'avion rendait inévitables. L'histoire des bombardiers Betty porte en fin de compte sur le prix de la capacité sans protection. Cela démontre que la performance à elle seule ne peut garantir le succès lorsque cette performance est achetée au prix de la survie de l'équipage. La portée extraordinaire de 6000 km ne signifiait rien lorsque les avions ne pouvaient pas survivre aux 100 derniers kilomètres pour atteindre leur cible. La vitesse impressionnante de 428 km/h n'apportait aucun avantage lorsque les chasseurs américains pouvaient intercepter depuis des bases éloignées avec l'avertissement des systèmes radars. La capacité de charge utile de 1 tonne est devenue sans importance lorsque les formations ont été détruites avant le largage des armes. Plus important encore, Betty révèle que la technologie militaire, séparée de l'évaluation réaliste des conditions de combat, produit des armes qui tuent leurs propres équipages aussi efficacement qu'elles frappent des cibles ennemies. Les hypothèses sous-jacentes à la conception du Betty, à savoir une opposition limitée et une courte durée de guerre, se sont révélées catastrophiquement fausses quelques mois après le début de la guerre du Pacifique. Au moment où ces hypothèses se sont avérées fausses, des milliers de bombardiers Betty étaient déjà en service ou en production, et l'industrie japonaise n'avait pas la capacité de les remplacer par des modèles mieux protégés. Les designers japonais ont compris les risques lorsqu'ils ont fait leur choix en 1937 et 1938. Ils ont calculé les pénalités de poids. Ils connaissaient les vulnérabilités. Ils ont accepté les compromis car ils pensaient que les avantages en termes de performance s'avéreraient décisifs. Ils avaient tort. Et des milliers d'hommes ont payé de leur vie le prix de cette erreur de calcul. L'héritage de Betty s'étend au-delà de l'histoire de l'aviation et touche à des questions fondamentales sur la conception des avions, la philosophie, l'éthique militaire, le risque acceptable et la valeur de la vie humaine en temps de guerre. Les designers américains ont répondu à ces questions en privilégiant la protection, même au détriment de la performance. Les designers japonais ont répondu différemment. Cela témoigne de ce qui se produit lorsque la capacité est privilégiée par rapport à la capacité de survie, lorsque l'autonomie est achetée avec la vie de l'équipage, lorsque les exigences de performance l'emportent sur les considérations de protection. Les milliers de bombardiers Betty en feu dans le ciel du Pacifique ont marqué les conséquences de cette différence philosophique, révélant la différence fondamentale entre la façon dont les différentes nations abordaient la guerre dans le Pacifique. Les forces américaines ont conçu des avions pour ramener les équipages chez eux. Les forces japonaises ont conçu des avions pour atteindre leur cible quel que soit leur coût. En fin de compte, la nation qui valorisait la survie de l'équipage a construit une force aérienne capable de mener des opérations indéfiniment. La nation qui a accepté des pertes catastrophiques pour des avantages en termes de performance a construit une force aérienne qui s'est autodétruite par attrition. L'examen du récit numéro 763A12 à Clark Field a fourni la preuve finale de ce que les forces alliées soupçonnaient depuis des années. Le bombardier Betty n'était pas mal conçu. Il a été brillamment conçu pour atteindre des objectifs spécifiques. Ces objectifs n'incluaient tout simplement pas de ramener les équipages japonais vivants chez eux. Et c'est dans ce seul fait que réside toute l'histoire de la perte du Pacifique par le Japon.